Bonjour, merci à tous d'être venus à cette conférence Konica Minolta. Je me présente, Thierry Guérand, je suis responsable marketing du production printing en France et sur l'Europe du Sud, Espagne, Italie et Portugal. Nous sommes constructeurs, un des leaders sur le marché, sur le monde documentaire, que ce soit sur la production de documents ou la dématérialisation de documents. Nous avons développé depuis 1 an un partenariat avec une société qui s'appelle ATT, sur des codes de sécurité embarqués directement dès la dématérialisation ou à la rematérialisation qui vont bien plus loin que tous les codes que vous connaissez aujourd'hui sur le marché qui existent, des codes 2D. La technologie, c'est bien, c'est une partie de la problématique. Autour de la dématérialisation, il y a la législation en France, il y a la législation européenne, il y a les usages. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette conférence, nous avons souhaité mettre en avant ces parties-là avec 2 experts, Isabelle Renard pour la partie juridique et Jean-Marc Riecht sur la partie thématique. Donc je vais leur laisser la parole à vous deux. Merci. Merci. Donc, je vais commencer par la partie juridique. Pour ma part, je suis avocat spécialiste de nouvelles technologies. Je suis aussi ingénieur et je suis très spécialisée sur la question du numérique, de l'environnement juridique du numérique au sens large. Tu peux Voilà, donc un des sujets qui est propre au monde hospitalier, mais pas seulement, c'est la généralisation de la circulation des documents, on peut dire sous forme hybride, c'est-à-dire une forme qui est à la fois numérique et papier dans un même cycle de vie. Et donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, là, assez rapidement, c'est quels sont les enjeux juridiques qui sont liés je dirais, à ce cycle de vie très particulier, qui en fait est celui de la plupart des documents. Et je dirais que l'objectif que je me suis donné pour cette présentation aujourd'hui, c'est finalement de me livrer à un exercice qui n'est pas courant, qui est de me dire quel est le cahier des charges juridiques de la sécurisation des documents donc, qui ont des cycles hybrides en milieu hospitalier. Alors, pour être un petit peu plus précis, qu'est-ce que c'est qu'un document hybride ? La source originale d'un document, maintenant, elle est évidemment plus jamais papier. On n'écrit plus avec son stylo plume sur un papier. Elle est absolument toujours dans un système d'information. Donc, quel que soit, je dirais, le document considéré, sauf peut-être encore certaines ordonnances qui sont écrites à la main, mais ça devient de plus en plus rare, que ce soit le résultat d'analyse, le dossier patient, de l'imagerie, tout ça c'est dans le système d'information. Donc on commence par un original qui est sous forme numérique. Ensuite, pour son utilisation au sein d'un service ou de plusieurs services, eh bien, on va matérialiser ce document, c'est-à-dire qu'en clair, on va l'imprimer. Et si on y pense, c'est quand même, on a beau dire le tout numérique, etc., mais la possibilité de manier un document sous sa forme papier, de le lire, de se le transmettre, elle est encore excessivement importante. Donc cette matérialisation, c'est une logique qui va rester de façon extrêmement pérenne dans toutes nos organisations. Et puis elle est matérialisée, mais finalement, au bout du compte, la plupart du temps maintenant, ce document original, il est conservé sous sa forme numérique. C'est-à-dire que le papier, on le classe, de temps en temps on le perd, parce qu'on sait de moins en moins bien classer les documents papier. Et en revanche, ce qu'on sait bien classer maintenant, ce sont des documents numériques. Donc au bout du compte, vous voyez que vous avez un cycle, c'est un exemple que je vous ai donné là, il peut y en avoir d'autres, qui est ce qu'on appelle hybride. Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on s'interroge sur les enjeux juridiques qui sont liés à ces documents hybrides, eh bien la réponse n'est pas simple parce qu'elle ne se trouve pas dans notre droit actuellement. Alors pourquoi ? Pour une raison qui est historique et qui est toute bête, c'est que le droit, lui, il a prévu 2 sortes de documents et 2 seulement. Soit il est sous forme papier, soit il est sous forme électronique.
Mais le document qui a à la fois les deux formes, eh bien, le droit ne sait pas le gérer. C'est-à-dire que tout se passe un petit peu comme si en 2000, quand notre Code civil a été modifié pour introduire la preuve numérique, on avait pensé que tout d'un coup, par une sorte de métamorphose, tous les documents papier allaient passer sous forme électronique. Alors vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça. Il y a effectivement des documents qui sont nativement sous forme électronique et qui le restent. C'est le cas des mails, par exemple. Mais pour la très grande majorité des documents, ça ne se passe pas de cette façon-là. Ils ont bien des cycles qui sont à la fois électroniques et papier. Et là-dessus, on n'a pas de réponse juridique claire actuellement sur la façon dont on doit les sécuriser. Donc, moi, j'ai identifié, pour le cas particulier du milieu hospitalier, 3 enjeux juridiques qui sont excessivement importants et auxquels il faut que réponde une solution opérationnelle. Ces 3 enjeux, c'est la sécurité, la confidentialité et la valeur probante. Alors, si je les décline un petit peu, la sécurité, c'est totalement évident. Par nature, la donnée médicale est une donnée personnelle, c'est une donnée qu'on peut qualifier de sensible, que ce soit dans notre droit actuel ou demain dans le futur règlement européen. Et une obligation fondamentale aujourd'hui de la loi informatique et liberté, demain du règlement européen qui sera d'application immédiate dans tous les États membres, c'est d'assurer la sécurité de toute donnée personnelle. La sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter qu'elle soit bien sûr volée, ça a trait au contrôle d'accès, mais également qu'elle soit altérée et modifiée. Les sanctions de l'inexécution de l'obligation de sécuriser sont extrêmement lourdes. Ce sont des sanctions pénales, des sanctions pécuniaires, mais surtout, ce sont des sanctions en termes d'image pour l'établissement concerné. Entre autres termes, lorsque vous arrivez avec, par exemple, des résultats d'analyse médicale qui auraient été falsifiés à un moment quelconque de leur cycle de vie, eh bien, c'est typiquement un défaut de sécurité qui, s'il est connu par la CNIL, peut être sanctionné de façon extrêmement importante. Alors, deuxième critère, également évident, c'est bien entendu la confidentialité. C'est un critère essentiel pour la donnée médicale. Il est vrai que lorsque vous avez un document papier, c'est très compliqué d'en assurer la confidentialité parce que vous y avez accès, vous n'y avez pas accès. C'est binaire, pourrait-on dire, pour un document papier. C'est tout l'un ou tout l'autre. Le grand intérêt du format numérique, c'est que ça permet, par l'utilisation de techniques de cryptologie, de rendre tout ou partie d'un document confidentiel. C'est-à-dire que dans un document numérique, vous pouvez embarquer des informations cachées. Et ça, c'est, je dirais, le grand avantage et la grande avancée du document numérique par rapport au simple document papier. Et puis, le dernier sujet, c'est celui de la valeur probante. Il faut évidemment, si par exemple un document est remis en cause, encore une fois, ça peut être de l'imagerie, ça peut être des résultats d'analyse. Il y a une erreur qui est commise par quelqu'un et ce quelqu'un va vous dire par exemple au sein du milieu hospitalier, oui, mais les analyses auxquelles j'ai eu accès, en fait, c'est celles-ci, c'était pas les bonnes. Donc on va se poser la question de la valeur probante du document. Alors, la valeur probante du document, on se posait très peu la question dans l'environnement papier parce qu'on considérait que comme c'était un support matériel, sa valeur probante était assurée. C'était vrai quand les documents papier étaient des manuscrits. Ça n'est absolument pas vrai depuis que ce sont des impressions. Il est très facile de faire des faux qui ont l'air encore plus vrais que les vrais originaux. Donc, la question de la valeur probante se pose maintenant de façon aiguë dans le monde numérique, sachant que actuellement la valeur probante d'un document électronique, elle est définie avec une hiérarchie entre l'électronique et le papier. Ce ne sera plus le cas demain. Il faut savoir, c'est encore relativement peu connu, mais il y a une réforme du Code civil qui est en cours, qui est extrêmement importante et qui va avoir pour objet d'accorder exactement la même valeur probante à un document papier et à un document électronique dès lors que on a une garantie
parfaite qu'il y a une similitude de contenu entre le document papier et le document électronique. C'est un point qui est excessivement important, évidemment, dans le cadre d'un processus hybride. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met en œuvre les moyens nécessaires, on est capable de prouver la valeur probante d'un document, non seulement sous sa forme papier, ce qui est très difficile, ou sur sa forme numérique, mais dans sa forme papier et numérique en même temps, à condition de respecter un certain nombre de conditions. Donc finalement, à l'issue de ce que je viens de vous dire, on voit, je dirais, s'identifier, on voit se construire un environnement juridique qui va être un environnement spécifique à la sécurisation du document hybride. Donc je vous ai mis là l'article en question, ça va être un nouvel article 1379, la copie fiable et durable a la même valeur probante que l'original, fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Donc ça, c'est une petite révolution dans notre monde juridique. Alors, si on passe maintenant aux moyens, quels sont les moyens d'assurer toutes ces fonctionnalités dont je viens de parler? Alors, quand le document est électronique 100%, tout au long de son cycle de vie, il existe bien entendu un moyen qui est la signature électronique. C'est un moyen qui est prévu par le droit, il est prévu par le droit français, il est prévu par le règlement européen, il est connu, il y a tout un environnement normatif. Le seul hic, c'est que, comme vous le savez probablement très bien, la signature électronique, elle est, relativement peu répandue, et deux, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, il y a très très peu de documents qui en fait sont 100% électroniques tout au long de leur cycle de vie. Ça reste donc d'une utilisation qui est relativement marginale, encore aujourd'hui. Documents électroniques. Pour les documents papier, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le QR code assure la sécurité d'un document papier? En fait, non. Ça va permettre d'intégrer un certain nombre d'informations, mais assurer vraiment sa sécurité, son intégrité, sa traçabilité, non. Donc pour l'instant, dans l'arsenal de ce qui existe, il n'existe pas de réponse satisfaisante, opérationnelle, à ces trois fonctionnalités juridiques de notre cahier des charges que je viens d'identifier. Alors, je les ai répétés ici, garantie d'intégrité dans les versions matérielles numériques de l'information sur les versions tant numériques que papier, premièrement. Deuxièmement, possibilité d'embarquer l'information confidentielle dans la version numérique. Troisièmement, garantie d'homogénéité de l'information tout au long du cycle de vie, que celui-ci soit sous forme papier ou numérique. Alors, je vais maintenant passer la parole à Jean-Marc Rietsch, parce que finalement, on s'aperçoit que la solution qui va être présentée répond à ces trois exigences, et je pense que c'est particulièrement important puisqu'il n'en existe pas d'autres, à ma connaissance, qui y répondent d'une façon aussi fiable. Il y a peut-être des questions avant que je ne démarre. Bon. Ça viendra plus tard. Juste pour préciser effectivement les choses avec cette notion hybride, qui est quand même importante, et c'est une réalité. On entend, on voit écrit dans beaucoup d'endroits le zéro papier. Personnellement, j'y crois pas non plus, dans le sens où il y aura toujours un peu de papier, donc il faudra toujours gérer cette cohabitation à la fois papier ou numérique. Aujourd'hui, dans un système d'information, l'important, c'est effectivement de retrouver une information, on n'insistera jamais assez là-dessus. Et une fois qu'on a retrouvé cette information, d'avoir confiance dans cette information. Et confiance dans une information, ça veut dire quoi? C'est une garantie quant au caractère authentique du document en question. Caractère authentique, en résumant, c'est à la fois la garantie que le document n'a pas été modifié, donc c'est son caractère intègre, et puis la garantie d'origine du document. Et ça, c'est vrai pour le papier, c'est vrai pour le numérique, c'est ce que vient de dire Isabelle. Et quelque part, on n'en demande pas plus, mais c'est déjà pas facile à réaliser. Alors l'originalité de la solution qui est proposée et présentée ici par Konica et son partenaire ATT, c'est effectivement de permettre une notion, je dirais, absolue d'un document, quel que soit le support derrière. C'est-à-dire on imagine un document, on ne raisonne plus sur document, je parlerai plus d'un contenu informationnel. Donc pas quelque chose de virtuel, mais quelque chose que de numérique, qu'après on présente sur un support.
Et ce support, ça peut être du papier, donc c'est la matérialisation de ces informations, de ce contenu informationnel, ou ça peut être un écran, puisqu'en fait en numérique, il y a quand même un support qui est l'écran. Alors là, c'est les problématiques qui ont été posées par Isabelle tout à l'heure. La source originale sous forme numérique, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un des critères essentiels pour le caractère authentique. Matérialisé pour son utilisation au sein d'un service, c'est vrai que quand on a du numérique, il faut quand même pouvoir, je dirais, dans certains cas, travailler sur du papier, bien évidemment, et puis conserver sous forme numérique pendant la période parfois longue. Ça, c'est effectivement toute la difficulté que l'on rencontre dans les systèmes de conservation actuels en matière de numérique, et qui fait craindre, je dirais, dans beaucoup de cas, le fait de ne pas pouvoir récupérer une information. Donc ça, aujourd'hui, c'est pas le thème. Sachez qu'il y a quand même aussi des technologies qui permettent de s'affranchir par rapport à tout ça. Alors les éléments sécuritaires, là je les détaille un peu plus, mais sur leur aspect technique traditionnel. La technique sécurité aujourd'hui, c'est disponibilité, intégrité, confidentialité. En général, on ne traite que ces trois éléments qu'on retrouve partout. Lorsqu'on parle effectivement de numérique et de conservation de données numériques, on rajoute systématiquement donc la traçabilité avec une notion de preuve, puisque la traçabilité va permettre quelque part d'étayer un contrôle d'intégrité ou d'étayer un contrôle de confidentialité. Et puis, personnellement, depuis quelques mois, je rajoute la notion de pérennité, que je considère à titre personnel pour l'instant, mais comme un élément qui lui-même est sécuritaire, dans la mesure où c'est extrêmement important. Mais une fois que vous avez tout ça, je dirais, le document, une fois qu'on a défini les informations et qu'on a défini les niveaux de service que l'on veut par rapport à ces critères, je dirais, on n'a pas besoin de quelque chose de supplémentaire. Ce qui permet aussi de faire le lien, je dirais, entre des systèmes de sécurité informatique classiques avec des systèmes de conservation de données numériques, avec la notion de confiance, prestataire de services de confiance, tiers archiveur et autres. On a l'impression qu'on a deux mondes, mais en fait non, il y a une complémentarité, Dieu merci, entre les deux. Et puis la valeur probante, donc je le rappelle ici, la valeur probante, elle a besoin effectivement, le cas échéant, de garantir le caractère authentique du document. Donc c'est garantir son origine et garantir son intégrité. Et là on parle d'intégrité, pareil, on parle d'intégrité au sens du contenu informationnel. On ne parle pas d'une intégrité au sens purement technique. Sinon on serait quand même très gêné parce que ça empêcherait de faire toute conversion de format. Donc c'est aussi une subtile nuance que je fais ici. Le cahier des charges, donc garantir l'intégrité du contenu quel que soit le support, donc c'est vrai que c'est assez délicat, et c'est ce que j'ai mis juste en dessous, c'est-à-dire c'est une des limites de la signature électronique, c'est d'être propre au numérique. La signature électronique garantit effectivement l'intégrité d'un document, je dirais au moins jusqu'à 5 ans sans difficulté particulière. Au-delà de 5 ans, il faut envisager de réhorodater, de réencapsuler, parce qu'effectivement on est soumis à l'obsolescence cryptographique des dispositifs de signature électronique. Mais par contre, on ne parle bien que d'électronique et de numérique. Donc c'est quand même une vraie difficulté. Et puis possibilité d'embarquer de l'information confidentielle accessible aux seuls ayants droit. On dirait aujourd'hui, dans le monde numérique, on connaît une solution, c'est le chiffrement. Mais c'est du tout ou rien. Voilà. Alors, l'intégrité également qu'on retrouve, donc non-altération d'un document. On s'intéresse encore une fois à la notion de contenu informationnel du document. Donc c'est ce que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire attention, il ne s'agit pas de l'intégrité technique, c'est l'information. Je dirais un exemple simple, vous avez une information qui est écrite, enfin qui apparaît en noir. Si demain elle est en gris foncé, ça ne dérangera personne, puisqu'en fait le contenu informationnel n'aura pas été touché. Par contre, si vous changez un montant 100 en 1000, là c'est quand même beaucoup plus gênant. Donc c'est bien de ça dont il s'agit. Ça permet aussi, à ce niveau-là, je fais une petite digression, mais de bien faire la différence entre effectivement cette notion de document, qui est une notion finalement mal définie. Si je vous demande aujourd'hui de définir une notion de document, vous aurez du mal. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans le monde papier, c'est clair, c'est un bout de papier, c'est 3 feuilles, et on confond le contenu informationnel avec le support. Et c'est la grosse différence avec le monde numérique, où quand on parle de document numérique, on a toujours un contenu informationnel, mais ce contenu informationnel, quelque part, il y a un support derrière, mais il y a encore d'autres choses. Le support, ça peut être effectivement un CD, ça peut être un disque magnétique, mais on a besoin aussi de traduire la façon dont ça a été écrit sur ce support. Donc si c'est un CD, c'est des trous et des bosses,
il faut traduire ça en 0 et 1, ensuite il faut associer les 0 et 1 en octets, puis ensuite il faut associer ces octets par rapport à un format pour avoir quelque chose d'intelligible. Donc à chaque fois en fait, que l'on voit apparaître quelque chose sur un écran d'ordinateur, il y a tout un travail et on reconstitue finalement le document à chaque fois. Donc vous voyez bien que la notion de document, donc on n'est pas là pour continuer de travailler là-dessus, mais bien montrer que le document en tant que tel, à la limite, oublié, mais retenez cette notion de contenu informationnel et c'est effectivement beaucoup plus facile après pour percevoir les difficultés ou les différences surtout entre le papier et le numérique. Donc on s'appuie en particulier sur le calcul d'une empreinte numérique. L'empreinte numérique, c'est rien d'autre que l'ADN d'un document, hein. C'est-à-dire que l'empreinte numérique au sens technique du terme, c'est-à-dire que vous avez un document numérique, si jamais on change un bit à l'intérieur du document, l'empreinte va changer, donc ça permettra effectivement de détecter ce changement. Intéressant aussi de signaler que c'est ce même dispositif qui est utilisé donc dans la signature électronique et qui est utilisé dans le dispositif de Sealcrypt. Donc intervient à chaque étape du cycle de vie de document, le contrôle d'intégrité, puisqu'en fait le document, il est créé, il est transféré, il est interrogé, il est communiqué, et puis il est finalement conservé, voire détruit en bout de cycle de vie, ou alors conservé ad vitam aeternam. L'intégrité, c'est en fait pas la bête noire, mais c'est le point le plus sensible en matière de données numériques quant à la conservation. Tout à l'heure, quand j'ai rappelé disponibilité, confidentialité, intégrité, traçabilité, confidentialité, disponibilité, en matière numérique, il n'y a rien de plus, rien de moins que sur des documents traditionnels. Par contre, à partir du moment où on a une notion de document numérique avec une valeur probante, l'intégrité, on est beaucoup plus exigeant par rapport effectivement à ce critère. Et au niveau infrastructure, ça se traduit aussi par beaucoup plus d'exigences et de procédures. Alors, création, matérialisation du document, comment ça se passe? On a un fichier, voilà, il y a le petit dessin qui a disparu, mais c'est pas grave. Vous avez un fichier numérique, et ce fichier numérique, en fait, à l'origine, est traduit, je dirais, en code. Donc, à l'intérieur du code qui est là-bas, vous avez l'intégralité, je dirais, du contenu du fichier, plus d'autres informations qui permettent d'encapsuler tout ça. Ça, c'est une première possibilité, relativement simple, et qui vont permettre, on le verra tout à l'heure, de contrôler que le document n'a pas été modifié. Une deuxième possibilité, et non la moindre, voilà le petit logo, c'est d'aller un cran plus loin, toujours avec le même dispositif de base. C'est toujours la possibilité d'encapsuler à l'intérieur, je dirais, d'un dodécode, là j'ai mis un QR code, mais en fait c'est pas tout à fait le même aspect, d'un code 2D, à la fois quelque chose qui va rester visible pour l'utilisateur lambda et quelque chose qui sera totalement occulté pour d'autres personnes qui n'ont pas d'accès, pas droit d'accès à cette information. Et ça, je pense que c'est particulièrement intéressant parce que ça a été bien vu dans le dispositif d'intégrer cette notion de chiffrement, et seule la personne qui possède la clé de déchiffrement va pouvoir effectivement accéder à cette information. Donc, dans l'autre sens, on accède à la partie visible, bien évidemment, du document sans autre difficulté. Et le gros intérêt aussi, c'est qu'on peut vérifier que le document qui est affiché avec les informations qui s'affichent sont bien les bonnes. Et puis, si vous avez une partie qui est chiffrée, si vous avez la clé, on va vous la demander bien sûr, et là à ce moment-là, vous pourrez voir l'intégralité du document. Mais si vous n'avez pas la clé, vous n'avez aucun moyen de voir effectivement le document. En exagérant, je dirais des résultats d'analyse qui paraissent effectivement quelque chose pas relativement, de confidentiel. Je dirais ça arrive malheureusement d'avoir effectivement des documents qui peuvent se perdre. À partir du moment où c'est un document papier imprimé, bien sûr, n'importe qui pourra lire ces résultats d'analyse. Donc dans un monde, je dirais, hyper protégé, on pourra envisager d'envoyer des résultats d'analyse sous forme uniquement d'un code 2D, donc totalement incompréhensible, je dirais, par la personne qui tomberait dessus par hasard ou par malveillance, et qui ne pourrait être effectivement lu que par la personne qui aurait la bonne clé pour récupérer cette information. Donc ça permet de montrer aussi toute la puissance du dispositif, sachant qu'à l'origine, encore une fois, on a un document numérique et que derrière, on l'imprime ou on le voit de la même façon sur un écran. C'est une notion finalement qui est très intéressante dans la mesure où le support devient secondaire et on s'intéresse véritablement au contenu informationnel.
Alors, en ce qui concerne la réponse au cahier des charges, donc la demande garantie d'intégrité du contenu informationnel, quel que soit le support, je dirais, là, typiquement, je viens suffisamment d'en parler. Numérique ou papier, de toute façon, on contrôle l'intégrité à partir des empreintes. Donc là, on réutilise le même dispositif que ce qui est utilisé dans la signature électronique, étant même un gage de sécurité par rapport effectivement aux vérifications qui sont faites. Possibilité d'embarquer de l'information confidentielle accessible aux seuls ayants droit, je viens d'en parler, donc c'est seuls les possesseurs de la clé de déchiffrement pourront voir l'information confidentielle. Et puis conservation sécurisée, que j'ai rajouté. Donc l'intégrité est contrôlable tout au long du cycle de vie du document, puisqu'en fait à chaque fois que le document change d'état ou est communiqué, potentiellement il y a un risque qu'il soit modifié. Et là, je dirais, avec le dispositif de hash, en fait, de calcul d'empreinte, on a la possibilité de vérifier à chaque étape que le document n'a pas été réellement modifié. Et ça vient compléter ce que j'évoquais tout à l'heure, dans les dispositifs qui permettent d'accéder aux documents. Alors de façon numérique, c'est systématique, de façon papier, c'est beaucoup plus délicat, mais c'est la traçabilité qui permet de voir qui a eu connaissance d'un document à un moment ou à un autre et qui potentiellement a travaillé sur ce document. Donc en conclusion de tout ça, c'est effectivement que le code tel qu'il est présenté, le dispositif avec un code 2D qui est en fait une articulation avec du code 2D spécifique et du code 2D avec une logique de calcul d'empreinte et possibilité d'avoir une clé de chiffrement, répond parfaitement, je dirais, à ce genre de et devrait en fait se développer aujourd'hui, en tout cas c'est ce que je pense, très rapidement par rapport effectivement aux besoins qu'on peut identifier. Tout le monde est convaincu, là, c'est bien. Il n'y a pas de questions, puis nous on a été rapide. On avait prévu effectivement un quart d'heure de questions-réponses. Mais une première question. Alors juste un mot quand même qui complète ce que je viens de dire dans la présentation du dispositif. Le règlement européen qui a été évoqué tout à l'heure par Isabelle Renard donc, doit rentrer en application le 1er juillet 2016 et prévoit, je dirais, un certain nombre de niveaux de signature. Mais au-delà de ça, pourquoi ce règlement? C'est surtout pour intensifier et favoriser l'interopérabilité à tous les niveaux, y compris dans le monde médical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement qu'une signature électronique faite en France devra être systématiquement reconnue, non pas qu'en Belgique, mais dans tous les États membres, et réciproquement. Donc il y a effectivement un travail assez important qui a déjà été entamé, je dirais, par rapport à ceux qui sont directement concernés, en particulier dans le monde public, où il y a des exigences assez fortes. Mais où je veux en venir, c'est effectivement que l'on distingue aujourd'hui dans le règlement européen, pour faire court, 3 niveaux de sécurité et 3 niveaux de signature électronique. Et ce qu'on est en train de travailler avec Isabelle Renard, c'est effectivement de situer Sealcrypt à l'intérieur de ces niveaux de signature électronique pour effectivement avoir, je dirais, un parallèle entre ce dispositif hybride avec un dispositif qui, lui, est totalement numérique. Voilà, donc ça c'est quand même important aussi de le savoir, c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement déconnecté, loin de là, loin s'en faut, du dispositif européen. Le gros intérêt aussi qu'on peut voir, c'est à la fois sa force et ça peut être vu comme une faiblesse. Personnellement, je le vois plus comme une force. C'est effectivement d'avoir un algorithme entre guillemets propriétaire qui interdit, je dirais, toute possibilité pour quelqu'un de mal intentionné de générer un code. Parce qu'en fait, seules les personnes qui connaissent la façon de construire ça, et c'est bien protégé, sont capables effectivement de vous générer un code.
Tout ça pour, je dirais, indiquer un autre dispositif qui maintenant est largement répandu et qu'on va voir de plus en plus sur des factures type EDF voire Orange, qui est du 2D code, qui lui, par contre, est connu en termes d'impression. Et je dirais, dans un premier temps, ça va effectivement protéger pour contrôler que le contenu de la facture n'a pas été modifié. Mais je dis bien dans un premier temps, parce qu'après, je dirais, tout est une question de volonté. Et quand malveillance il y a, je dirais, après, tous les moyens sont bons pour arriver à générer du faux 2D. Et je dirais, les éléments aujourd'hui sont accessibles, contrairement effectivement au code dont on vous parle aujourd'hui. Également la possibilité dans ce code d'embarquer beaucoup d'informations. Là on parle effectivement de documents texte, mais on peut très bien, je dirais, embarquer des images. Donc vous avez sur le stand de Konica des exemples comme des cartes d'identité, qui permettent effectivement de vérifier le visage d'une personne avec des informations correspondantes qui sont embarquées dans un code qui n'est pas beaucoup plus grand que, je dirais, ça doit faire 5 cm sur 1 cm. Donc ça aussi c'est extrêmement important parce que ça peut simplifier effectivement beaucoup de choses. Et une fois de plus, on est dans le monde hybride, c'est-à-dire que vous avez la représentation visible et derrière une interprétation possible en numérique. Je fais les questions et les réponses. S'il n'y a pas de questions là sur place, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand où vous allez pouvoir retrouver Isabelle et Jean-Marc ainsi que les membres du team Konica Minolta. Au-delà de ce qui vous a été présenté, puisqu'on ne vous a pas présenté réellement le code, vous avez Pierre Larquin qui est présent ici, qui fait partie de la société ATT, et Laurent Sudre de Konica Minolta qui pourront vous expliquer la structure du code, comment c'est fait, comment ça se représente et la pertinence surtout de cette technologie et son utilisation, qu'elle soit numérique ou en reproduction après sur un document papier. Voilà, merci à tous et puis n'hésitez pas à venir nous voir. Merci.